Bonjour, Didier Lepelletier, je suis professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes et je vais vous présenter dans cette capsule vidéo numéro 3 les précautions complémentaires pour la maîtrise de la diffusion de la résistance bactérienne et d'autres agents infectieux transmissibles. Alors quels sont les objectifs pédagogiques de cette capsule vidéo? C'est de définir avec vous quelles sont les précautions complémentaires, c'est que vous soyez capable de les prescrire lorsque vous exercerez en milieu de soins, et enfin c'est d'améliorer les connaissances que vous avez déjà acquises par le visionnage des capsules numéro 1 qui abordent les précautions standards et la capsule numéro 2 qui aborde l'hygiène des mains. Alors les patients hospitalisés peuvent présenter un statut infectieux qui est connu ou suspecté, contrairement aux patients qui vont bénéficier de précautions standards pour lesquelles le statut infectieux n'est pas connu. Dans le cas de précautions complémentaires, le patient peut être porteur d'un agent infectieux diagnostiqué de manière clinique ou de manière microbiologique, comme par exemple une bactérie multirésistante aux antibiotiques. Et ces mesures portent bien leur nom, elles sont complémentaires des précautions standards. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces précautions complémentaires dans deux guides nationaux qui sont sur la diapositive en haut à droite pour le guide publié en 2009 par la Société française d'hygiène hospitalière, et vous avez le lien pour télécharger ce guide sur le site web. Et puis un deuxième guide plus récent publié par le Haut Conseil de la santé publique en 2013 relatif à la maîtrise de la diffusion de la résistance bactérienne, et vous avez également le lien web. Alors finalement, les précautions complémentaires, ça sert à quoi? Ça sert tout d'abord à réduire le risque de transmission et d'agents infectieux transmissibles ou de bactéries résistantes aux antibiotiques. On appelait ces précautions autrefois la quarantaine, qui a été inventée par des agents de santé publique au niveau de la péninsule et des îlots au large de Venise, lorsqu'il y avait un risque d'importation de la peste noire en Europe au XIVe siècle, à partir des bords de la mer Noire, où les Génois, les Italiens s'étaient implantés avec des comptoirs commerciaux et sanitaires. On les appelle désormais les précautions complémentaires après les avoir appelées sous la forme d'un isolement septique. Et le but final est d'éviter qu'un patient contagieux ne transmette l'agent infectieux qui le colonise ou qui l'infecte aux autres patients du service, et ça permet finalement d'éviter des situations épidémiques par apparition de nombreux cas secondaires. Les précautions complémentaires permettent également de prendre en compte différents modes de transmission et finalement d'appliquer différentes mesures en fonction d'une transmission qui va être dite manuportée par contact, ou d'une transmission respiratoire de deux types, soit de type gouttelette, soit de type aérosol, que je vais développer dans les diapositives suivantes. Alors quels sont les agents infectieux transmissibles concernés par ces précautions complémentaires? Ce sont d'abord les bactéries multirésistantes aux antibiotiques, qu'on appelle les BMR. Il y en a essentiellement 3, pour lesquels des mesures complémentaires sont recommandées. La Cynetobacter baumannii résistant à l'imipénème, le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, et enfin les entérobactéries comme Escherichia coli ou Klebsiella qui produisent une bêta-lactamase à spectre étendu qui les rend résistants aux céphalosporines de 3e génération. La marche supérieure de la résistance, on approche la panrésistance et l'échec thérapeutique lorsque les patients sont infectés, notamment des bactériémies. Ce sont les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques et émergentes, qu'on appelle les BHRE, et il y a actuellement 2 BHRE définis au niveau national. Tout d'abord les EPC, les entérobactéries qui produisent des carbapénémases, qui les rend résistantes à l'ensemble des carbapénèmes, et puis les entérocoques, en particulier l'entérocoque Faecium, résistant aux glycopeptides comme la vancomycine. Et vous pouvez retrouver la définition complète de l'ensemble de ces BMR et BHRE par le lien qui est indiqué sur la diapositive. Enfin, ces agents peuvent être responsables de maladies infectieuses transmissibles, comme les agents responsables de la rougeole, de la grippe, de la tuberculose respiratoire, de la gale, des diarrhées, comme le Clostridium difficile après une antibiothérapie, également la coqueluche ou encore dernièrement les maladies transmissibles émergentes.
Alors il y a 3 mesures socles dans ces précautions complémentaires qu'il faut appliquer systématiquement en complément des précautions standards. Tout d'abord, c'est hospitaliser le patient en chambre seule, ou à défaut, hein, si une chambre seule n'est pas disponible, c'est sectoriser les soins dans une chambre à 2 lits. C'est de signaler, de communiquer ce statut infectieux de manière très large, tout d'abord sur la porte de la chambre, à l'aide de petites pancartes. Vous avez ici à droite de la diapositive un exemple de pancarte utilisée au CHU Nantes. Merci de prendre contact avec l'infirmière avant de rentrer dans la chambre. Cela s'adresse aux soignants du service, mais également aux soignants d'un autre service qui peuvent venir voir un patient pour un soin spécifique, comme un fond d'œil, un EEG, un kinésithérapeute. Mais ça s'adresse également aux visiteurs, aux familles, mais ça peut être un prêtre, un bibliothécaire, etc., etc. Il faut aussi préciser ce statut infectieux sur le dossier clinique, sur tous les bons de consultation, ou lorsque le patient est transféré dans un autre service de l'hôpital ou dans un autre établissement. La troisième de ces mesures est la mise à disposition de dispositifs médicaux réutilisables, je pense en particulier au stéthoscope ou au brassard à tension, qu'il faut dédier à la chambre du patient qui bénéficie des précautions complémentaires. S'il n'y a pas de dispositif en nombre suffisant dans le service, il est toujours possible de le désinfecter lorsqu'on le sort de la chambre d'un patient en précautions complémentaires, soit par une lingette imprégnée, pré-imprégnée de désinfectant, comme vous le voyez ici sur la diapositive, lingettes qui sont en général disponibles dans les services de soins. À défaut, vous pouvez utiliser une compresse imbibée d'alcool à 70 degrés. Alors, lorsqu'il s'agit d'un mode de transmission contact, comme c'est identifié sur le dessin à droite, les précautions recommandent d'utiliser le port systématique d'une surblouse à usage unique, non stérile. En particulier, si vous avez des soins rapprochés avec le patient, si vous mobilisez le patient de son lit au fauteuil ou du fauteuil dans la chambre, voire dans le couloir, et si vous ne portez pas de surblouse, vous allez très certainement contaminer votre blouse qui va vous servir le reste de la journée, notamment si le patient est porteur d'une entérobactérie qui produit une BLSE, si le patient est porteur d'un staphylocoque doré multirésistant en particulier. S'il s'agit d'une contagiosité respiratoire, il y a un premier mode que j'avais déjà évoqué dans les précautions standards dans la capsule vidéo numéro 1. C'est un mode de transmission par gouttelettes qui sont de grande taille en général, émises par la toux, l'éternuement, par le patient ou par le soignant, et qui par gravité vont tomber à 1,50 m de l'émetteur, comme on peut le voir ici sur le dessin. Et la précaution principale est de porter un masque de soins ou un masque chirurgical, qu'on appelle des masques anti-projection, contrairement à un deuxième mode de transmission respiratoire, qui sont une transmission par aérosol, où l'agent infectieux, notamment de la tuberculose respiratoire, de la rougeole ou de la varicelle, va contaminer et va avoir comme support l'ensemble des particules aériennes de la chambre du patient. Donc le type de masque à porter dans cette situation est différent du masque de soins. Ce sont des masques de protection faciale haute filtration qu'on appelle des FFP. Il y a 3 catégories de FFP, les FFP1, FFP2 et FFP3 en fonction de la performance des tests de fuite aux agents infectieux ou aux agents toxiques. Et les masques FFP recommandés au niveau national pour ce type de pathologie sont les masques FFP2, qu'il faut absolument positionner sur son visage et retirer de son visage lorsqu'on est en dehors de la chambre. Alors que faut-il en conclusion retenir de ces précautions complémentaires, qu'elles soient contact ou respiratoires? C'est qu'elles représentent le deuxième socle de la maîtrise de la diffusion des agents infectieux transmissibles ou des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Comme on peut le voir sur cette fusée, on avait évoqué dans la capsule 1 le premier étage, les précautions standards. Là on est au niveau du deuxième étage de cette fusée, les précautions complémentaires. Elles se surajoutent. Je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de le rappeler, elles se surajoutent aux précautions standards. Elles doivent être prescrites avec rigueur et tenir compte du mode de transmission de l'agent infectieux. Et enfin, elles peuvent modifier l'organisation des soins
tout particulièrement, hein, il est évident qu'il ne faut pas commencer la visite quotidienne par les patients qui sont en précaution complémentaire, hein, sauf si effectivement il y a une urgence ou s'il y a une perte de chance pour le patient. Il vaut mieux en général terminer la visite par ces patients. Ça peut être compliqué également de trouver ou de libérer une chambre à un seul lit dans un service de soins, et il faut toujours veiller à communiquer le statut infectieux sur l'ensemble des documents pour prévenir les autres professionnels de santé qui vont également prendre en charge le patient.